Coucou à tous, donc une vidéo sur le pacing. C'est une vidéo qui va être très longue mais qui est très importante, alors surtout restez bien jusqu'au bout. Le pacing, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler chez les malades de l'EM. C'est quelque chose de simple et à la fois compliqué, donc je vais tout vous expliquer, en tout cas tout ce que je sais, pour bien comprendre. Donc ce que je sais, ce que je fais depuis 2 ans de maladie, et j'en apprends encore tous les jours sur le pacing, donc voilà, c'est assez simple, mais il y a pas mal de choses complémentaires qui s'ajoutent et qui font qu'on fait un bon pacing. Aujourd'hui, c'est la seule piste thérapeutique reconnue à ce jour qui permet de survivre, entre guillemets. On sait qu'aujourd'hui, l'EM n'a pas de traitement. On sait qu'il y a des traitements symptomatiques qui nous permettent de supporter mieux certains symptômes, de les améliorer, etc. Mais ça ne guérit pas la maladie et il n'y a pas de traitement à proprement parler pour cette maladie-là qui est, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, multisystémique, donc qui touche plusieurs organes et où il y a plusieurs problèmes. On ne sait pas forcément exactement lesquels. Il y en a peut-être plusieurs même. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de recherches en France, pour ainsi dire, pas du tout même. Donc les objectifs du pacing, c'est quoi ? C'est de rester dans sa zone verte, donc dans la zone où on se sent à peu près bien, d'éviter ou de limiter les crashs, de stabiliser son état en fait, en quelque sorte, et puis dans la durée, d'améliorer son état dans les différents stades de la maladie. Donc si on fait un pacing bien en limitant ses crashs pendant 2 ou 3 ans, je vais vous dire, vous pouvez passer d'un stade sévère à un stade modéré, par exemple. Et donc on augmente sa qualité de vie et son autonomie sur le long terme. Ça permet de faire plus de choses du coup, peu à peu. Et puis surtout d'être actif dans sa maladie et de reprendre le pouvoir. Donc en fait, c'est vraiment hyper important. Et c'est bien plus important que ce qu'on entend souvent et que j'ai déjà dit dans une vidéo, la kiné de rééducation à l'effort qui peut aggraver. Le pacing, ça vient de l'anglais, ça veut dire rythme. Pour moi, c'est plus un équilibre, si je devais le définir en français, un équilibre entre le repos et les activités. C'est une balance. On sait, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, que si on est trop au repos, si on n'est que couché tout le temps, on va se déconditionner et on peut avoir des séquelles, on peut avoir des douleurs qui vont s'accentuer, on peut perdre ses muscles, etc. Si on fait trop d'activités, c'est bien le problème de cette maladie, on fait des crashs. On se sent pas bien et on s'aggrave. Donc là, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre je me repose, je fais une activité, je me repose, et ainsi de suite. Donc je vais tout vous expliquer. Alors la première partie du pacing, qui est très importante, et quand on dit souvent les malades de l'EM qu'on fait un pacing, finalement ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait une pause. On fait un repos obligatoire. Donc ça peut être soit un repos du style petite méditation, au repos semi-assis, ou ça peut être une sieste. Donc moi je vais vous expliquer mes 2 pacings de la journée, puisque j'en fais 2. Donc le premier pacing de ma journée, c'est vers 16h, de 16h à 16h30. Et ensuite de 22h à 22h30. Donc pour moi, un pacing, c'est 30 minutes. Je mets un minuteur. Comment ça se passe ? Donc je me mets plutôt dans un fauteuil en position semi-allongée, semi-assis. Le but, c'est de diminuer, voire de supprimer tous les stimuli, donc de se mettre dans le noir, avec des bouchons d'oreilles éventuellement, de ne pas être dérangé, pas de bruit. Et parfois je mets une musique à 400 Hz, mais pas toujours, une petite musique toute basse. L'idée c'est de respirer avec son ventre, donc une respiration abdominale, en posant, moi je pose mes mains sur mon ventre et évidemment je ferme mes yeux et je me concentre sur ma respiration.
J'essaye de ne penser à rien. C'est pas toujours facile, mais j'essaye. Je m'enroule dans une couverture chauffante, ce qui me détend et qui soulage en même temps mes douleurs. Et voilà, c'est tout. C'est ça le pacing. C'est vraiment une très grosse méditation, une très grosse relaxation, une déconnexion de tous les stimuli et un moment où en fait on fait rien du tout. C'est pas je lis un bouquin, j'écoute la musique, je regarde un peu la télé. Ça c'est pas du pacing, ça c'est une activité. En tout cas nous chez les malades de l'EM. Le pacing c'est vraiment noir complet, pas de stimuli, je me repose, énorme relaxation. Et donc je fais ça 2 fois par jour, à 16h et à 22h. Pour certains, c'est d'autres horaires et c'est plus 2 fois. Ça dépend du programme. Sachant que moi, je dors toute la matinée, donc jusque midi. J'ai un sommeil entre 9 et 12 heures. Enfin, plutôt 9-10 heures, mais ça peut aller jusqu'à 12 heures des fois. Donc déjà, toute la matinée, je dors, donc je suis déjà au repos. Donc, ce qui fait que j'ai un laps de temps entre midi et minuit où je suis dans ma journée. Et donc, je fais 2 pacings. Ensuite, le pacing, ça peut être les siestes également. Donc, pour ma part, j'en fais 2. Donc, une très grosse sieste, une grosse sieste d'1 heure de 16h30 à 17h30, où je fais donc le pacing de 30 minutes et j'enchaîne sur la sieste. Et c'est une sieste où je fais mon oxygénothérapie, donc où je mets l'oxygène. Voilà. Donc là, c'est vrai que les 30 minutes de pacing plus la sieste d'1 heure, ça recharge bien mon énergie. Et je fais une deuxième sieste à 19h jusque 20h15, jusqu'à l'heure du repas en fait. Voilà. Sachant qu'entre la sieste de 17h30 et la deuxième de 19h, je me remets en activité. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, d'une manière générale, quand on dit « je fais mon pacing », c'est-à-dire « je vais me reposer ». Voilà. Donc, quand on dit « je fais ma sieste », c'est « je vais m'allonger dans le lit, me coucher ». Voilà, donc souvent avec l'oxygène ou mon chat. Et ou mon chat. Autre aspect du pacing, le fait de fragmenter une activité en une ou plusieurs fois. Donc là, l'idée, c'est qu'on n'a pas la capacité énergétique de faire une activité d'un seul coup. Donc il faut vraiment s'y prendre en plusieurs fois. Donc je vais vous donner un exemple pour ma part. C'est la toilette. Donc je ne prends pas de douche parce que les douches, c'est trop énergivore pour moi. Donc j'en prends une fois par semaine, mais avec une aide humaine, notamment pour les cheveux. Donc du coup, pour faire ma toilette de manière quotidienne, voici comment je procède. Je vais faire ma toilette du haut du corps en début d'après-midi, juste après le repas, après mon réveil du coup. Donc je vais être au lavabo assise et je vais faire le visage, ma skincare avec la petite crème, me brosser les cheveux, me laver les dents, etc. Et je vais faire les bras, le tronc, le ventre et mettre mon déodorant, mon petit parfum, m'habiller. Et c'est tout, je m'arrête là. Donc je fragmente ma toilette en 2 fois. Donc première partie comme je viens de vous l'expliquer et la seconde partie ça sera en soirée. Donc en général après mon pacing de 22h je vais faire ma toilette du bas du corps cette fois-ci et je vais utiliser un bidet. Donc c'est quelque chose qu'on utilisait plutôt chez les vieux mais qui est hyper pratique quand on est malade. Et là donc je vais m'occuper du bas du corps. Donc je vais pas vous faire un dessin mais les parties intimes. En s'asseyant dessus, du coup c'est hyper pratique parce qu'on n'est pas fatigué et on peut se rincer facilement. Ensuite je m'assois sur une chaise et je m'occupe de mes jambes, de mes pieds, de mes cuisses, etc. Et pareil je rince et tout ça en étant assise et c'est vraiment c'est vraiment pas très fatigant, ça se fait très bien. Donc en fait je fragmente ma toilette en 2 fois.
Et lorsque je dois faire une douche pour me laver les cheveux, c'est uniquement les cheveux. Avec un shampoing, 2 shampoings, un masque, un rinçage, un démêlage de cheveux, un séchage et après dodo. Et ça, c'est une fois par semaine. Donc vous voyez, pour une tâche qui est se laver, je fragmente en 2 fois dans une même journée. Et pour les cheveux et la douche, c'est seulement une fois par semaine avec une aide humaine et aussi un tabouret de douche parce que je m'assois et je ne fais que ça. C'est-à-dire que quand je fais les cheveux, je ne me lave pas le reste du corps. Je sais tout. Ce jour-là, je ne me lave pas. Voilà. Donc après, il y a plein d'autres exemples d'activités qu'on ne peut pas faire en une seule fois. Autre aspect très important, le fait de planifier sa journée, sa semaine, son mois. Planifier tout ce que l'on a à faire et prioriser, c'est faire du pacing. Espacer également. Je vais vous donner des exemples. Si on prend une journée, on n'a pas assez d'énergie pour faire 15 000 choses dans sa journée. Donc si aujourd'hui j'ai prévu un rendez-vous médical, il n'y aura rien d'autre que le rendez-vous médical. Je vais me reposer avant et après. Et souvent, je vais éviter de faire des grosses choses dans la journée, ou le soir. Lorsque j'ai prévu de prendre ma douche pour me laver les cheveux le soir, je vais éviter de faire des choses assez énergétiques dans la journée. Je vais faire des choses très calmes et me reposer. Le jour où je vais faire un appel téléphonique avec une amie ou une visio, par exemple, je vais, pareil, ne rien faire d'autre de la journée que ça. Le jour, vous voyez ce que je veux dire, dans une journée, je ne mets qu'une seule chose. Ensuite, si je prends ma semaine, pareil, je vais essayer de planifier pour qu'il n'y ait qu'un seul rendez-vous médical dans la semaine, ou une seule visite, par exemple, d'amis. Je peux par exemple mettre un rendez-vous médical le lundi, avec un espace de 3 à 4 jours sans rien, de repos, à la maison, et le vendredi, voir une copine, par exemple. Là, ça peut s'envisager. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas voir mon ami le lendemain de mon rendez-vous médical ou le même jour. C'est impossible. Donc, planifier sa semaine, c'est aussi se dire « j'ai un rendez-vous tel jour, donc je ne peux rien faire d'autre de la semaine. » Ou alors je peux, mais il faut espacer de 3 à 4 jours. Voilà. On planifie également son mois. C'est-à-dire que par exemple, on prend le mois d'avril, on se dit la première semaine j'ai un rendez-vous médical, la semaine 2 je vais peut-être favoriser de voir une amie, il n'y aura pas de rendez-vous médical, la semaine 3 je vais réussir à cumuler un peu les deux en espaçant bien, et la semaine 4 il n'y aura rien parce que je vais aller faire une sortie dans la nature. Voilà. Donc en fait on planifie sa semaine en espaçant, en priorisant ce qu'on veut faire. Il faut faire des choix. On planifie son mois aussi, en se disant, ce mois-ci, ça va être ça la priorité. Et on planifie sa journée. Et on essaye d'imbriquer tout ça. Et bien évidemment, il faut être ferme et savoir dire non. C'est-à-dire que si on me propose de venir me voir alors que c'est le jour de mon rendez-vous médical, non, désolé, c'est pas possible. Il fallait me prévenir avant, il fallait me le dire, voilà. Des fois, il faut faire des choix, il faut être ferme et il faut dire non. Voilà, donc planifier, prioriser, espacer, c'est du pacing. Autre chose d'important, c'est de minuter à chaque fois que l'on fait une activité. Donc ça va dépendre des gens. Moi, en général, je suis autour de 20 à 30 minutes pour une activité donnée. Donc j'utilise ce qu'on appelle un timer. C'est un outil super intéressant. Qui est aussi utilisé chez les patients autistes ou TDAH par exemple. Donc en fait ça se présente un peu comme un réveil. On tourne une molette qui indique un temps, donc par exemple 15 minutes, et puis on va voir le décompte se réduire, et lorsqu'on atteint 15 minutes, ça sonne comme un réveil ou comme un minuteur, et on l'éteint. Donc on peut mettre une lumière ou un son, ça dépend.
Donc là, l'idée, c'est de ne pas se laisser envahir dans une activité qui peut être plaisante et d'oublier le temps et d'oublier de se reposer. Et dans notre maladie, on sait qu'il ne faut pas attendre d'être fatigué pour se reposer. Donc il faut toujours faire extrêmement attention et par prévention arrêter. C'est-à-dire que même si on est bien, on n'attend pas, c'est 20 minutes, et au bout de 20 minutes, ça sonne, on arrête. Ça peut être extrêmement frustrant parce qu'en général, c'est dans des moments où on est bien. Par exemple, une visite d'amis, on minute à 1 heure. On met en général un décompte à 30 minutes, donc à 30 minutes on sait qu'on est à la moitié. Ensuite on remet et quand ça sonne 1 heure on sait que c'est la fin. Donc souvent c'est frustrant et à chaque fois que ça sonne c'est frustrant. Lorsque je fais de la peinture, du dessin par exemple, ou que je regarde la télé, je vais minuter à 20 à 30 minutes. Pareil, quand ça va sonner je dois arrêter, même si je me sens bien. Des fois, je commence à fatiguer un peu, donc là, je sais que vraiment, il est vraiment temps d'arrêter. Mais généralement, ça peut aller. Je me sens plutôt bien quand ça sonne, mais il est hyper important de respecter. Quand ça sonne, il faut arrêter. Donc voilà un petit peu des exemples d'activités où je minute. Je réfléchis s'il y a autre chose. Les rendez-vous médicaux, je minute pas. Par contre, les visites, les visites avec les amis, les proches, ça oui. Les activités sur écran, télé, écran, écouter de la musique, lire aussi un petit peu, faire du dessin, prendre l'air un petit peu dehors. Ça, c'est des activités où je peux minuter. Autre aspect important, alterner les efforts physiques et cognitifs. Donc là, le but, c'est de ne pas saturer son énergie physique en faisant des choses, genre des mouvements, ou de ne pas saturer son cerveau par des activités type lecture ou télé. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de faire par exemple 20 minutes de télé, je regarde un petit bout d'une série. Ensuite, je vais me lever et je vais faire un petit peu de rangement, préparer mes médicaments, refaire mon lit, préparer des vêtements, enfin voilà. Donc là, on est sur de l'effort physique. Après, on peut faire un petit passing, on s'assoit, on fait rien pendant 10 minutes. Et puis, on se met sur écran et puis on répond à un mail, un SMS. On repart sur de l'effort cognitif. Et puis, on se lève et puis on va faire un petit brin de toilette, par exemple, du visage, mettre sa crème, etc. Et là, on repart sur de l'effort physique. Voilà. Donc, on alterne en fait le physique, le cognitif dans la journée. Et bien sûr, on fait un pacing entre donc des pauses entre chaque, pas forcément à chaque fois, mais voilà, en fonction de ses habitudes. Et puis, il y a également alterner les modes de communication, que ce soit donc l'oral, l'écrit, l'audio et le visuel. Donc toujours dans la même idée de ne pas saturer un récepteur. Par exemple, si je regarde des vidéos et qu'il y a beaucoup de couleurs ou de lumière, ça va me fatiguer. Donc si je regarde un petit peu une vidéo sur mon téléphone, après l'idée c'est d'arrêter et peut-être de mettre quelque chose d'audio et d'écouter, de fermer les yeux, d'écouter uniquement le contenu. Voilà, donc alterner audio-visuel. Pareil pour la télé, je peux regarder un peu la télé, donc on va avoir l'image et après je repasse sur par exemple sur écouter des vocaux d'une amie, voilà. Alterner l'écrit et l'oral, c'est quand je communique avec mes proches, donc là ça va être en fonction de mon état. Lorsque je suis bien physiquement, je vais pouvoir parler et donc faire par exemple du téléphone, de la visio ou du vocal. Quand je suis pas très bien physiquement et que j'ai du mal à respirer, ça va être plus compliqué pour moi, donc je vais favoriser l'écrit. Donc écrire des messages, voilà, je peux aussi prendre des photos, des vidéos et les envoyer.
ou rédiger un mail aussi, ça peut le faire, écrire sur papier, voilà. Donc là, ça va être plus quand j'ai du mal à parler, je vais plus écrire. À l'inverse, lorsque j'ai mon cerveau qui est vraiment, je suis pas bien, j'ai un brouillard cognitif, un brouillard cérébral, un brouillard cognitif, je vais avoir du mal à rédiger un message, ça va me demander de l'énergie parce que je vais avoir l'écran, je vais avoir le texte, je vais devoir manipuler, etc. Donc là, ça va être plus simple pour moi de parler en fait dans le téléphone et donc de faire de l'oral. Et souvent, ce qui est le mieux à faire, c'est de alterner. C'est-à-dire que des fois, je réponds par écrit, des fois, je réponds à l'oral, et j'alterne comme ça, et ainsi, je ne fatigue pas le côté physique en parlant trop, je ne sature pas mon cerveau en écrivant trop, voilà. Et c'est pareil pour l'audio et le visuel. Hein. Je ne sature pas le visuel, je ne sature pas l'auditif, et j'alterne bien les deux. Autre aspect important du pacing, c'est d'avoir une routine quotidienne et de la respecter à la lettre. Dans certains discours, on peut parler de baseline, c'est-à-dire la route de base, hein, enfin le chemin que l'on utilise dans la journée. C'est hyper important d'avoir sa routine parce que ça permet de savoir à quel moment tu as une activité, à quel moment tu as un repos, un pacing, une sieste, et de se fixer aux heures. Donc c'est important d'avoir une montre pour pouvoir suivre où on en est. Hein. Donc je ferai une vidéo tout à fait spécifique sur une journée type de malade EM, enfin me concernant du moins, parce qu'évidemment on est tous différents. Mais voilà, pour vous donner quelques exemples, je sais que à 16h, 16h30, il est temps de faire mon pacing de la journée de 30 minutes. Autour de 17h, 17h30, il est temps de faire ma sieste, ma première grande sieste de l'après-midi avec l'oxygène. Vers 19h, 19h15, 19h30, ça dépend des jours, il est temps que je fasse ma deuxième sieste de la journée avant d'attaquer la soirée. Voilà. Donc ça, c'est des heures, quand elles arrivent, c'est des petites alertes, des petits drapeaux orange, des petites alarmes qui disent « Oh là là, attention, là, il faut aller te reposer ». Et puis après, il y a des horaires où je sais que là, c'est mon temps d'activité. Par exemple, après m'être levé, avoir mangé, m'être lavé, habillé, etc., avoir rangé un peu. Je sais qu'en gros, entre 14h et 16h, donc pendant 2 heures environ, je vais être en activité, je vais pouvoir faire des petites choses, voilà. En alternant, comme je l'ai dit précédemment, l'oral, l'audio, l'écrit, le visuel, le physique, le cognitif, etc. Voilà, après le soir, effectivement, je vais avoir encore une routine où je sais qu'à 22h, je vais faire une pause. À telle heure, donc 22h30 en général, je me lave. Voilà, donc en fait, j'essaie de respecter. C'est aussi très rassurant quand on a cette maladie-là, d'avoir des heures, d'avoir une routine et de savoir, voilà, tous les jours, je fais ça, chaque semaine, je fais ça, à telle heure, à tel moment. Ça permet tout simplement d'éviter les crashs, en fait. Parce qu'on sait que quand on fait comme ça fonctionne. Donc, on change rien et on garde les mêmes et on recommence. Parce que si jamais on dévie un tout petit peu de la routine, le risque, c'est que ça parte en live, quoi. Donc voilà, donc je pense que de construire et d'avoir une routine quotidienne qui nous corresponde, et une fois qu'on l'a trouvée et que ça va bien, on la respecte, tout simplement. Et voilà, et pareil, après, là, je vous parle d'une routine classique de journée, mais quand on a une routine où on a un rendez-vous, par exemple, de sortie, on va avoir une routine aussi très particulière, c'est-à-dire, j'ai rendez-vous à 16h quelque part, de 14h à 15h, je me repose, à 15h, je pars, je vais à mon rendez-vous, quand je reviens, je me repose pendant 2 heures avec l'oxygène, à telle heure, je mange. En fait, voilà, j'ai des routines pour tout. Pour un rendez-vous, pour une visite, pour une journée type, pour une semaine type, etc. Alors ensuite, on a limité sa fatigabilité.
Alors par exemple, si on prend les rendez-vous médicaux, pour les limiter, on peut faire des rendez-vous en visio, ce qui fait qu'on ne se déplace pas. On n'a donc pas de temps de déplacement qui va nous fatiguer, d'attente en salle d'attente, etc. Et puis dès que le rendez-vous est fini, on peut s'allonger avec l'oxygène par exemple. Les rendez-vous à domicile, comme par exemple le médecin traitant qui passe une fois par mois, ou le kiné qui vient à domicile pour les soins. Certains praticiens sont également venus, par exemple en médecine chinoise, à mon domicile. Après, pour limiter ma fatigabilité lorsque je dois me déplacer en rendez-vous de manière obligatoire, quand par exemple je dois faire des soins d'ostéopathie, ou le centre de la douleur, le dentiste, des choses où on est obligé d'y aller, j'attends dans la voiture. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas mon tour, je ne sors pas de la voiture, je reste allongée, sans bruit dans la voiture, parce que souvent il y a du retard, et du coup on m'appelle quand c'est mon tour. Quand je suis dans l'environnement du cabinet médical, ou même en sortie quelque part, ou tout simplement il va y avoir un petit peu de bruit, de monde, pas forcément dans un lieu médical, mais dans un lieu de sortie, un peu de vie sociale, même si je sors peu, ça m'arrive quand même. J'utilise des outils qui vont me permettre de diminuer les stimuli, puisque, comme vous l'avez bien compris, j'ai une intolérance aux stimuli. Donc je vais mettre des boules caisses pour me couper complètement des sons. Des lunettes de soleil pour vraiment atténuer la lumière, les couleurs, etc. Ou un masque pour les yeux éventuellement. Je vais avoir le fauteuil roulant qui va me permettre d'être assise et de ne pas marcher, bien évidemment. J'ai ce qu'on appelle un activateur buccal, je vous montrerai, c'est ce que l'on met dans la bouche et qui permet de respirer uniquement par le nez et de faire travailler la respiration abdominale. Ça détend et ça crée une détente qui évite d'être surstimulé. Après, en ce qui concerne la toilette, il va y avoir la chaise de douche, je suis assise dans la douche, c'est très pratique. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est organisation de son environnement. Pour éviter de chercher, pour éviter de perdre de l'énergie, du temps, etc. Tout est organisé par boîte, par bannière, par dessert à roulettes. Par exemple, j'ai une desserte à roulettes pour mes médicaments, ce qui fait que tout est dessus. Si je veux faire mon pilulier ou si je veux chercher un médicament, j'ai pas besoin de retourner toute la maison. J'ai une desserte qui roule. Il y a des différentes boîtes et dedans, il y a tout qui est rangé. Voilà, tout simplement. En ce qui concerne la salle de bain, je vais avoir plein de boîtes où il va y avoir les crèmes d'un côté, les bijoux de l'autre, le maquillage, les produits d'hygiène. Tout est bien rangé, tout est bien classé. Et je vous conseille vivement de faire pareil. Je vais également avoir une desserte qui va concerner les loisirs. Donc dessus, j'ai la majorité des choses que j'ai pour me détendre. Donc par exemple des jeux de société, mes petits carnets divers et variés, les feutres, les feutres, les coloriages, j'ai plus en tête tout ce qu'il y a dessus, mais voilà, c'est une desserte que j'appelle jeu et détente, et donc il y a tout dessus. Voilà, je peux la promener d'une pièce à l'autre. Si j'ai envie d'être dans la chambre pour faire une activité, j'y suis. Si je veux aller ailleurs, je la déplace, etc. Et j'ai aussi une bannière pour tout ce qui est thé, café, produits, on va dire, comestibles. Et pareil, je la déplace en fonction de mes besoins. Alors j'ai inventé ce qu'on appelle la règle des 3 T. C'est surtout pour les interactions avec les personnes qui m'entourent. L'idée étant de ne pas parler trop vite, de ne pas parler trop fort, de ne pas parler trop longtemps et de ne pas trop parler, tout simplement. Alors,
trop vite parce que si on parle trop vite, en fait, ça a tendance à me stresser, m'angoisser. J'arrive pas à suivre et ça peut m'aggraver mes symptômes, voire me donner un crash si on parle trop vite. Parce que mon cerveau, il n'arrive pas à suivre, en fait. Ne pas parler trop fort, c'est parce que je suis extrêmement sensible aux stimuli, comme vous l'avez compris, et au bruit. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui parle calmement, tranquillement et pas trop fort. Parce que de toute manière, s'il parle trop fort, je vais lui dire stop, 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 baisse d'un ton. Et si je vois que ça fonctionne pas, je vais mettre un terme à l'interaction. Quand je suis dans des endroits où j'ai pas trop le choix, quand je suis dans des rendez-vous médicaux, il y a des salles d'attente, des gens qui parlent et du bruit, généralement je m'isole. J'essaye de pas me mettre dans la salle d'attente, mais de me mettre en extérieur. Et je prends les boules caisses et je me les mets dans les oreilles et je me coupe complètement des sons parce que je les supporte pas sinon. Le pas trop longtemps, c'est parce que comme je vous le disais, il faut minuter tout, donc c'est pareil pour parler, que ce soit écouter quelqu'un parler ou moi-même parler, ou carrément interagir entre deux personnes, ça peut passer pendant 15-20 minutes, et puis au-delà de 30-40 minutes, ça va pas le faire et je vais faire un crash. Donc je peux parler, mais il faut pas que ça dure trop longtemps, sinon ça peut ne pas aller. Voilà. Donc pas trop vite, pas trop fort et pas trop longtemps. C'est la règle des 3 T. Un outil pour voir un petit peu où on se situe au niveau de l'énergie, c'est d'utiliser la roue du pacing qui a été mis en place par l'ASFC, l'association donc de l'EM, l'une des associations de l'EM, que je salue d'ailleurs et qui fait des merveilleuses choses. Donc, utiliser la roue du pacing, c'est quoi ? C'est une sorte de roue avec une petite flèche qui, pour ma part, est accrochée sur la porte de ma chambre et qui permet, moi, de me situer dans mon niveau d'énergie, donc de me questionner déjà, et pour mes proches aussi, de les informer où je me situe. Ce qui fait que lorsque je suis dans une période un peu orange ou rouge, eh bien, on ne vient pas me déranger. Donc, ça se constitue comment ? On a une partie verte qui est le confort, les éclaircies, le soleil. Donc là, tout va bien, on est bien. Bon, on se sent comme ça de temps en temps, mais pas toujours. Après, on a l'inconfort. Donc l'inconfort, on commence à avoir des symptômes de fatigue ou des symptômes de maux de tête, enfin des symptômes divers, quoi. Donc là, il faut commencer à se dire « Oh là là, faut vite que je me repose », sachant qu'en principe, il faut éviter d'être en inconfort pour se reposer. Mais bon, des fois, ça arrive. Après, on a le danger. Donc là, on est déjà dans le rouge. Le danger, c'est « Oh là là, là, je suis à la limite de faire un malaise. Il faut immédiatement que je me repose pour ne pas le faire. » Et on arrive parfois à l'éviter. Et puis parfois c'est trop tard, on est en danger et on passe sur le crash. Et là le crash, vous connaissez, et je fais une vidéo là-dessus, donc allez voir pour tout comprendre. Voilà, donc cette roue permet de se positionner, confort, éclaircie, inconfort, danger ou crash. Évidemment, il faut essayer d'être dans le vert le plus possible, et en faisant son pacing, on arrive à toujours être plus ou moins dans le vert, sans arriver à l'inconfort. Ou alors on est à la limite et hop, on oscille tout le temps entre vert et orange. Et voilà, il faut pas être dans le rouge. Alors ça peut paraître un petit peu à côté de tout ce que j'ai pu dire qui est assez factuel. Là on est plus dans un état d'esprit. Le pacing, c'est aussi être positive tout le temps, à toute épreuve. Donc on utilise des adjectifs pour nous définir les malades EM, mais pas seulement. Je pense à d'autres maladies. Je fais un petit coucou à Mamadi d'ailleurs dans cette partie. Donc on est des warriors, on est des survivantes et on est des guerrières. Je parle en féminin parce que je suis une femme, mais il y a aussi des hommes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que globalement, il faut toujours voir les choses belles de la vie et de la journée.
Ça peut être de mettre une bougie qui sent bon, d'acheter un bouquet de fleurs qu'on va mettre dans un joli vase et qu'on va pouvoir observer, d'écouter une ou deux chansons, même si c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, de manger un bon petit plat, de caresser son chat, de lui faire plein de câlins, de voir son chéri et d'avoir un moment de tendresse, de voir une amie, de discuter un petit peu, de lire son livre et de kiffer. Enfin bref, il y a plein de choses dans la journée, dans la vie qu'on peut faire, même si on est malade, et prendre le positif. Et il y a aussi prendre le positif quand on est dans les périodes de down, c'est-à-dire en bas, comme par exemple quand on est en crash ou quand on a les symptômes qui sont plus forts parce que c'est les règles, parce qu'on n'a pas le moral pour diverses raisons et quand on a une maladie comme ça, c'est encore plus difficile. Quand on se sent seul parce qu'on est isolé, enfin voilà, il y a plein de raisons. Malgré tout ça, quoi qu'il arrive, il faut toujours essayer de rester positif et de se dire que le crash il va passer, que c'est temporaire, que aujourd'hui je suis triste, mais c'est une émotion qui a le droit d'exister et qui ne va pas durer non plus. Et souvent on sait pourquoi, donc on accepte et puis le lendemain ou peut-être ultérieurement ça ira mieux. Quand on est en période de règles et qu'on a les symptômes qui s'amplifient, on sait pourquoi aussi. Donc on se dit on va attendre que ça passe et puis une fois que ça sera passé, ça ira mieux. Je suis pas bien aujourd'hui, j'ai mal, mais je sais que je vais avoir la visite d'une amie en fin de journée et donc ça va me faire du bien. Voilà, bref, peu importe vos façons de trouver du positif, il faut trouver le positif même dans le négatif et même dans la souffrance. Et c'est hyper important, ça fait partie aussi du pacing. Voilà. Alors ensuite, super important également, toujours dans l'état d'esprit, c'est de gérer ses émotions au mieux. Alors je sais, c'est pas évident. Les émotions, en fait j'ai envie de dire toutes les émotions, parce que quand on a le M, même la joie, l'excitation, ça peut être mauvais. Donc quand on est content et quand on est joyeux, faut savoir aussi se calmer et se dire ok, c'est super, c'est génial, mais j'essaie de me calmer, je vais faire mon pacing, voilà. Parce que ça peut faire des crashs, tout simplement. Et puis quand on est dans des émotions plus négatives comme la colère, la tristesse ou la peur, il faut vraiment trouver ses propres outils pour les gérer en fait au mieux. Donc ça peut passer par la psychothérapie, parler avec un thérapeute, psychiatre ou psychologue. Ça peut passer par la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga, ou alors l'auto-hypnose, l'hypnose, ce genre de choses, toutes ces techniques. Ça peut passer par la spiritualité, pour certains, tirer des cartes, voir des thérapeutes dans le domaine. Ça peut passer par le journaling ou l'écriture. Pour ma part, j'écris des chansons et ça me fait beaucoup de bien justement pour exprimer mes émotions. Ça peut aussi passer par un traitement. Voilà. Pour certains, on est nombreux à prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques, de la mélatonine, des plantes, etc. C'est pas pour faire beau, c'est aussi parce que l'EM, c'est une maladie qui touche le système nerveux autonome, le système nerveux en général, et donc on a besoin de rassurer notre système nerveux qui est complètement en vrac. Et donc c'est hyper important de gérer ses émotions, d'essayer de les gérer au mieux, de trouver des outils, de trouver des personnes ressources. Ça peut être aussi les proches, le chéri, la copine, les potes, les parents, enfin, voilà. Mais voilà, de gérer ses émotions, de les identifier et de les accepter, de les accueillir, de les laisser passer comme ils se doivent. Et puis voilà, le but c'est pas de faire un crash à cause d'une émotion, parce qu'on sait qu'on peut faire des crashs par le facteur émotionnel. Et donc c'est ce qu'on veut à tout prix éviter. Voilà, donc importance de gérer ses émotions.
Donc pour rejoindre cette idée de minuter et d'utiliser un timer, il est aussi très important d'écouter son corps et les signes précurseurs du MPE. On a beau minuter, on a beau avoir une routine quotidienne excellente, etc. Il y a des moments, notre corps nous dit « je suis fatigué, oh là là, je sens qu'il y a un truc ». Des fois, on ne sait pas pourquoi, mais on est dans sa journée en train de faire des choses ou pas, et on sent que le corps il est fatigué, et que là tout de suite, là dans la seconde, il faut vite aller se coucher. On ne sait pas l'expliquer pourquoi, mais on sent qu'il y a un truc. Et là, dans ce cas-là, il faut pas attendre. Faut pas se dire, bah oui, mais j'ai mis mon minuteur, il reste 5 minutes. Ouais, bah non, tant pis. On va tout de suite s'allonger. On écoute les signes qui sont parfois subtils, mais on les connaît quand même un peu maintenant. Et quand c'est fait avoir 1 ou 2 fois, en général, maintenant, on fait attention, quoi. Hein. Donc le but, c'est de s'arrêter à temps et de ne jamais forcer. Même si on a mis le minuteur et qu'il n'a pas fini de sonner. Voilà, donc je rajoute cette petite aparté. Entre la routine quotidienne et le minuteur, il y a aussi le fait d'écouter son corps. C'est hyper important parce que ça peut nous éviter des crashs. Si tu sens un tout petit peu, un début de mal de tête, toute petite difficulté à respirer, que ton cerveau il tourne au ralenti, bah t'attends même pas, tu cherches pas à comprendre, tu vas vite t'allonger et ça va passer et tu vas pas faire le crash. Par contre, si t'attends, le risque c'est que tu le fasses, quoi. Identifier les bouffeurs de batterie et les éviter. Je m'explique. On sait que donc notre corps ne fabrique pas ou peu d'énergie. On a une batterie très limitée, comme je l'ai déjà expliqué, 10, 15, 20, voire 30% de batterie maximum par jour. Même en se levant le matin, on n'est pas au-delà. Et il faut tenir toute la journée avec ça. Donc le pacing permet de recharger la batterie. Mais voilà. Il faut aussi être très vigilant à ce qu'on fait, comment on le fait, à dégager tout ce qui est toxique et à faire un grand tri en fait dans sa vie pour pas bouffer son énergie inutilement en fait. Donc si je prends des facteurs, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais qui sont biologiques, la préovulation, l'ovulation, les règles, c'est vraiment des bouffeurs de batterie. Quand on est sur ces périodes-là, il faut clairement se reposer. Après, on a la météo. S'il fait très très froid ou s'il fait très très chaud, on va avoir une dérégulation de la température. Ça va être compliqué, donc forcément, il faut se reposer. Après, on va avoir des bouffeurs de batterie qui sont embêtants parce que ce sont des loisirs. Je m'explique. Les écrans, donc le téléphone, la tablette, etc., la musique, la télé, les séries, la lecture, tout ça, ça bouffe quand même de l'énergie. Donc ça fait du bien, mais ça bouffe. Donc il faut faire attention. Il faut se dire que quand on le fait, c'est minuté, c'est temporaire, enfin pas temporaire, mais limité en temps. Et voilà, faut pas non plus le faire très longtemps et abuser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce qu'évidemment, on a besoin de se détendre. Après, il y a toute la partie violence, conflit, stress, angoisse. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas vivre dans une bulle, c'est sûr. Donc, de temps en temps, il y a des conflits, de temps en temps, il y a du stress pour une raison X ou Y. Il peut y avoir aussi des deuils, des choses tristes de la vie, des choses qui arrivent, voilà. Donc quand ça arrive, il faut être très vigilant, il faut essayer de gérer son stress, comme je l'ai déjà dit précédemment. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut éviter par rapport à ça, il faut vraiment l'éviter. Par exemple, les personnes de votre entourage qui sont toxiques, qui ne comprennent pas la maladie, qui veulent pas comprendre, qui donnent des conseils pourris, qui viennent vous stresser, vous raconter leur vie, se plaindre, vous envoyer de la négativité, vous prendre la tête, vous disputez, vous créez des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Tout ça, ça dégage. Voilà.
Donc ça nécessite peut-être de faire du tri dans vos amis, dans vos connaissances, et de garder le meilleur avec vous, mais de laisser tous les gens qui vous envoient des mauvaises ondes en dehors de votre vie, parce qu'ils vont vous pomper votre énergie. Et ça peut aggraver l'état, hein. Ça peut donner des MPE. Par rapport à la violence, attention à ce que vous regardez comme série, comme film, comme livre. Attention. Le M, c'est aussi une maladie du système nerveux autonome. On sait que ça déconne à ce niveau-là. On a facilement des angoisses. Donc, tout ce que vous allez envoyer à votre corps de violent peut être très très mal vécu par le corps et donc du coup créer des symptômes. Donc attention à ce genre de choses aussi. On ne pense pas forcément, mais voilà. Attention aux stimuli, mais ça on le connaît, hein, les couleurs vives, la lumière forte, les bruits, les odeurs fortes, les textiles un peu particuliers qui vont gratter, qui vont être rugueux, etc., etc. Les contacts sociaux, comme je le disais, qui sont négatifs. Et puis, voilà, il y a sûrement plein d'autres choses. Mais voilà, identifiez ce qui vous bouffe de la batterie et essayez de les limiter, voire de les éviter et d'être prudent. Et je termine sur la contre-indication au sport et à la kiné de rééducation à l'effort. Bon, après, je parle pour ma part. En fonction des stades de la maladie chez chacun, ça peut être différent. Mais en état sévère, modéré, sévère, voire un peu plus, effectivement, on contre-indique évidemment le sport. Hein. On peut déjà pas marcher et faire quelques petites activités. Alors le sport, c'est même pas la peine. Mais voilà, c'est quand même important de le préciser. Il y a d'autres activités aussi que je ne peux pas faire, comme chanter, marcher aussi, c'est très compliqué. Donc ça veut pas dire qu'il faut rien faire du tout. On peut pas faire du sport en tant que tel, mais moi je fais du yoga. Et le yoga c'est du sport pour moi. Ça permet de se muscler, de travailler l'équilibre, la force, la souplesse. Et ça fait un petit peu monter le cardio quand même, mine de rien. Donc c'est quand même déjà ça. Après, je m'oblige à effectuer des déplacements dans la journée et j'essaye d'être autour de 500 à 600 pas par jour avec ma montre connectée, je surveille. Dans mes meilleurs moments ces dernières années, j'étais à 1000 pas. Mais voilà, j'ai jamais pu monter plus, évidemment, avec le temps et on l'espère un retour vers le mieux. Eh bien, je pourrais augmenter mes pas, c'est l'objectif, mais c'est moi qui gère et ça se fait pas genre une semaine à l'autre, quoi. C'est vraiment, on parle de mois ou d'années, donc c'est pour ça que la kiné d'éducation à l'effort n'est pas du tout adaptée, parce que souvent ce sont des kinés, des professionnels de santé qui ne sont pas formés à l'EM, qui ne connaissent même pas, qui ne connaissent pas les crashs, et qui applique un protocole type souvent pour les personnes déconditionnées et du coup ça fonctionne pas. Enfin voilà, on sait très bien que ça fonctionne pas. Voilà, donc il faut quand même avoir un petit peu d'activité, mais toujours à son rythme, en écoutant son corps et puis en restant dans des limites acceptables. Après il y a aussi la marche. Comme je le disais, je fais des déplacements. Après, je peux marcher un petit peu, environ 20 mètres, mais pas plus, et c'est déjà bien. Donc marcher, faire des déplacements dans la journée, le yoga 1 fois par semaine à peu près, et puis éventuellement un petit peu de danse très très souple et légère, plus artistique que danser de manière rythmée, bien sûr. Mais voilà, bouger son corps sur de la musique, ça fait aussi du bien. Et donc voilà, hein, donc essayez de faire des petites choses comme ça, mais par contre on contre-indique évidemment le sport, le vrai sport au sens strict du terme. Voilà, j'en arrive à la fin, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout.
Je vous ai fait une mind map, une carte mentale qui résume tout ce que je dis dans cette vidéo. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous fais plein de gros bisous.